Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans Transmission numéro 22, notre table ronde cinéphile qui aujourd'hui, comme d'habitude, fera le grand écart, mais cette fois-ci des deux côtés de l'Atlantique, entre la langue de Robespierre et celle de Faulkner, puisque nous serons avec deux pieds en France et deux pieds en Amérique, avec le programme suivant, The Predator de Shane Black, puis on parlera de A Star is Born de Bradley Cooper, avant d'enchaîner sur Un peuple et son roi de Pierre Scholler, et de finir sur I Feel Good de Gustave Kervern et Benoît Delépine. C'est une émission qui est quand même endeuillée aujourd'hui puisque nous devons déplorer l'absence de notre quatrième mousquetaire, monsieur Lucien Alflands, qui a dû rester en terre liégeoise pour manger des laquements. Il y a en face de moi Manuelas. Manuelas, bonjour, comment vas-tu ? Bien, Olivier, et toi ? Écoute, ça va, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, qui as une cinéphilie absolument déviante et démentielle, tu connais un bon film sur la Révolution française ? Non, mais en revanche, je peux te déconseiller Anglaise et le Duc d'Éric Rohmer. Un des premiers films qui exploitait le support numérique d'une manière absolument, Plate. génialement plate. Et à droite, monsieur Julien Rombaud qui aime pousser la chansonnette, on le sait. Évidemment, toujours. Comment vas-tu, Julien ? Ça va très bien et vous ? Ça va bien. Est-ce que tu connais, toi, une chanson de Lady Gaga ? Bad Romance ? Non, c'est pas ça. Vas-y, chante un peu. C'est un piège, c'est ça que tu Bien fais. sûr que c'est un piège. Attends, donc ça fait oh, 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 come in a bad romance, quelque chose comme ça. Merveilleux. Je crois que tout le monde reconnaîtra et dansera sur ces notes. Et dire qu'il faisait beau jusqu'ici. Bon, très bien. Eh bien, on va commencer tout de suite avec The Predator de Shane Black. May we have a word? Let me guess. He's done something crazy. Show me again, I want to break your neck. Alors, The Predator, c'est le nouveau film de Shane Black dont on avait ardemment défendu le précédent The Nice Guys à cette même tablée. Shane Black et Predator, donc pour le prononcer à la française, c'est une longue histoire puisqu'il était acteur dans le premier Predator de McTiernan en 87. C'est l'auteur à la même époque du script de L'Arme Fatale, du Dernier Samaritain ou de Last Action Hero. Ici, il fait équipe au scénario avec son comparse Fred Decker, qui est aussi réalisateur à l'époque de Monster Squad, ou encore d'un Robocop 3 qui était terriblement mauvais. Puis L'Invasion des Sangsues aussi, son premier film. Ouf, je ne l'ai pas vu, c'est vrai que tu as une cinéphilie déviante. Bon, Shane Black, c'est le roi des personnages hard-boiled et des punchlines qui tuent. Ici, c'est le 6e film de la franchise Predator, si on compte les Alien vs Predator de sinistre mémoire. Ce nouveau film, donc The Predator, est avec Boyd Holbrook. C'est un acteur qu'on avait vu dans Logan, dans Gone Girl ou encore dans la série Narcos. Et apparemment, ce film-ci aurait souffert de très nombreux reshoots après que les producteurs aient découvert ce qui se passait dans l'acte 3. Comme quoi, les producteurs, en tout cas les grands pontes, ne lisent pas les scénarios. Voilà, donc je dirais que le pitch est assez difficile à résumer. Alors, j'en ai pris un dans la presse, donc je vous le livre tel quel. Les pires prédateurs de l'univers sont maintenant plus forts et plus intelligents que jamais. Ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à l'ADN d'autres espèces. Quand un jeune garçon déclenche accidentellement leur retour sur Terre, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, seul un équipage hétéroclite d'anciens soldats et un professeur de sciences contestataires peuvent empêcher l'extinction de la race humaine. Voilà, donc, Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? Tu sens que le studio sait pas trop comment le vendre, que ça soit à travers les premières bandes annonces, ces reshoots qu'on sait qui ont retardé énormément le film et qui se voient, notamment particulièrement je trouve dans les 20 dernières minutes, le dernier acte du film. J'ai beaucoup entendu de critiques sur que le film désamorçait tout par la blague, mais faut bien s'entendre entre qu'est-ce qui est une blague, c'est pas une blague Marvel comme on les voit dessus, c'est des blagues souvent qui portent la caractérisation des personnages. Il a une capacité en une punchline justement à brosser des relations entre personnages. Je trouve pour le coup le R-rated du film est bien utilisé.
Après, pour les fans qui hurlent à la trahison, qu'on a détruit la mythologie, j'ai envie de leur dire, les mecs, ça fait quand même un bon paquet de films que la Fox, la mythologie, elle s'en fout. C'est pas comme ce qui se passe avec un univers comme Star Wars où tu as une vraie mythologie, tu as une vraie philosophie qui est développée là. Dans Predator, il n'y en a pas tant que ça. Donc le fait qu'il détourne de ça et qu'il se l'approprie en atténuant une dimension horrifique du film, ça me gêne pas plus que ça. Je trouve qu'on y retrouve vraiment la jouissance. Je pense qu'il a eu à recréer cet univers, se relancer dans cet univers. Je pense qu'il y a un vrai plaisir de fabrication dedans. Je suis plutôt d'accord avec ce que dit Manu. Moi, j'aime la façon. Alors, je suis pas un fan de la mythologie Predator, justement. J'aime la façon dont commence le film. J'aime la façon dont le réalisateur nous plonge au milieu de l'action. Et comme tu parlais de l'écriture des personnages, je suis d'accord avec toi. Je trouve que il y a quelque chose de malin et puis du plaisir, de la jouissance. Tu disais. À suivre cette bande à partir du bus. Il y a un plaisir à les suivre, il y a quelque chose de drôle dans l'hôtel, etc. Je trouve qu'avec peu de choses, avec de l'autodérision, il fait des belles scènes. J'aime le réveil de la bête dans le laboratoire, etc. Je ne vais pas trop en dire pour ne pas spoiler. Après, effectivement, je comprends moins la dernière partie du film, que je trouve d'une part bâclée et qui en plus garde une espèce de rythme qui me perd et qui, je trouve, manque d'apaisement, manque de respiration en fait. Je trouve À partir du moment où le décompte est lancé et la chasse dans les 20 dernières minutes, tu sens qu'il y a des vrais soucis puisque les arcs narratifs des différents personnages secondaires sont vraiment expédiés. Tu sens que, alors certains personnages ont été développés, tu es totalement perdu en termes narratifs, et ça finit avec une séquence d'affrontement qui, pour le coup, fait penser beaucoup à du Marvel. Là. Et du coup, cette fin se rend illisible alors que le début du film est très clair, et je trouve que pendant les 2 premiers tiers, on suit exactement ce qui se passe, et qu'à la fin, on a tendance à lâcher, et c'est bien dommage. Oui, bah écoutez, oui, enfin, le fait que j'ai pas réussi à faire un pitch de ce film, je trouve que c'est assez symptomatique parce que je trouve que on n'y comprend pas grand-chose. Je comprenais pas très bien où étaient les enjeux. Mon problème, c'est que je croyais pas du tout à la géographie du film et à comment dire. J'avais l'impression que les différents espaces étaient pas liés. J'avais l'impression qu'au début on était en Amérique du Sud et puis après on est on est à Los Angeles, mais ça se passe, il passe de l'un à l'autre en 2 minutes. Enfin, moi je sais pas, il y avait quelque chose que vraiment je comprenais pas. Je croyais pas à toute cette histoire de labo à côté de la ville, entre la ville et la jungle, machin. Enfin bon, je trouvais que c'était vraiment le désordre. Et j'avais vraiment du mal à rentrer dans le film. Après, oui, c'est vrai que au moment où on est dans le bus, les personnages sont plutôt bien caractérisés. En effet, comme tu le disais, Manu, par des punchlines qui, en effet, sont pas que des blagues, mais racontent aussi sur les personnages. La scène de l'hôtel est plutôt sympa, elle est bien rythmée et tout. Il y a un sens du tempo. Oui, voilà, il y a un vrai sens du tempo, tempo, tout à fait, dans ces scènes-là, il y a un vrai sens du tempo. Mais après, je trouve que le film n'a absolument aucun suspense. Le monstre n'est jamais dangereux. Il n'y a pas de gestion de l'horreur ou du suspense ou de la tension. Enfin, je trouve que tout tombe vraiment à plat. En effet, je trouve que tout ce qui est la relation avec le fils du héros, ça tombe à plat. J'y crois pas du tout. Et je comprenais pas les enjeux, en fait. Les enjeux entre ce truc de réchauffement climatique. J'ai trouvé ça complètement opaque. Finalement, au final, je me suis ennuyé, quoi. Voilà, mais je suis sûr que Shane Black fera sans doute un très chouette film derrière. Et, on verra comment il se reconstruit derrière, puisque le film a été encore en plus bercé par un scandale sexuel juste avant la sortie du film. Bon, qui ne le concerne pas lui. Hein. Un bad buzz qui tourne autour du film, qui est déjà tourné autour des problèmes de reshoot intensif de la fin. Ce truc-là qui s'ajoute dessus, voilà. Et je trouve que le film se fait largement déchirer, alors que moi, je craignais justement de voir un Shane Black complètement dépossédé de toute sa patte, de ce que j'aime chez lui, ce qui était le cas dans Iron Man 3, qui était pour le coup, je trouve, où il n'a pas du tout surmonté la machine Marvel. Je veux dire, c'était vraiment tellement diffus que ça n'avait plus aucun goût. Là, j'ai quand même ce plaisir d'un mec qui est un vrai dialoguiste, qui écrit des dialogues de cinéma qui sonnent comme du Hawks, qui sonnent comme du Shane Black en fait, mais je veux dire qu'il y a vraiment un sens transgressif dans la manière de décrire les personnages par les dialogues et pas juste uniquement pour faire la blague.
Ça apporte toujours une petite dimension psychologique autour des personnages. Et tu dis effectivement, la relation au fils, elle est pas très bien traitée parce elle est insérée un peu un peu nulle part. Qu'effectivement, cette relation, elle marche pas. Après, malgré tout, moi, je trouve qu'il y avait, pour le coup, il y a cette temps de dialoguiste, et la petite scène entre deux où le fils lui avoue qu'il n'a pas grandi comme son père l'espérait, la réponse du père, et qu'il va trouver un écho par la suite, ça paye à ce moment-là. Très bien, on va finir là-dessus. On va enchaîner avec A Star is Born, le premier film de Bradley Cooper. Hey, What? I just want to take another look at you. In all the good times, I find myself longing for change. Here's what we're gonna do. You come sing that song that I love. No, I can't do that. Here we go. It's not funny. Jack. Look at me. All you gotta do is trust me. We're far from the shallow now. A Star is Born, c'est donc le premier film réalisé par Bradley Cooper. Donc Bradley Cooper, c'est un acteur qu'on a vu pas mal chez David O. Russell ou chez Clint Eastwood dans American Sniper et qu'on avait découvert dans Very Bad Trip. Ici, c'est le troisième remake en fait, d'un film de 1937 de William Wellman avec Janet Gaynor et Friedrich March. Puis il y a eu une version par George Cukor en 1954 avec Judy Garland et James Mason. Et en 1976, il y a une autre version de Frank Pearson avec Barbara Streisand et Chris Christopherson. Ici, on a donc Bradley Cooper qui interprète un chanteur de rock FM qui s'appelle Jackson Maine. Et dans le rôle de la wannabe star, nous avons Lady Gaga dans son premier rôle à l'écran. C'est un film qui est un peu en développement, elle, depuis quelques années à Hollywood. Il a failli se faire en fait avec Clint Eastwood. Et déjà Bradley Cooper. Ah oui, déjà Bradley Cooper, ok. Et la photo est de Matthew Libatic, qui est très connu pour son travail, notamment avec Darren Aronofsky. Donc l'histoire, elle est simple. Donc je le disais, Jackson Maine est un chanteur très populaire et franchement alcoolique. Il rencontre par hasard la girl next door, Ali. Ils passent une belle soirée ensemble et elle lui montre ses talents d'interprète et de songwriters. Alors qu'il tombe amoureux, Jackson donne à Ali la chance de devenir une star à son tour, alors que lui va lentement glisser sur la pente alcoolisée du has-been. Qu'as-tu pensé de ce film, Julien ? C'est un film très guimauve. C'est un film, je trouve, rempli de bons sentiments, de gentillesse et de banalité, avec un scénario cousu de fil blanc. Donc j'ai l'impression que dans ce que tu viens d'énoncer, on sait déjà à peu près comment ça va se passer. Enfin, moi, j'ai eu aucune surprise par rapport au pitch ou par rapport à ce que j'en avais lu. Bradley Cooper, pareil, on sent un rôle à Oscar. J'ai l'impression qu'il candidate déjà pour les Oscars. Alors il n'est pas mauvais, mais on sent le rôle écrit pour la course aux statuettes. Et malgré tout ça, donc il y a énormément de défauts, mais je voudrais quand même dire que je trouve que le film, malgré tous ses défauts, a un certain charme dans disons la première demi-heure. Les images de concert donnent pas mal, et puis dans la rencontre entre deux, je trouvais qu'il y avait quelque chose de mignon, voilà, c'est des films que j'aurais aimé à 12 ans, je crois. Je crois que le film est plus fort quand il assume son côté eau de rose et guimauve que quand il essaye de pêcher et d'aller chercher l'émotion, comme à la fin du film qui est assez insupportable, où pendant une heure on essaie de tirer les larmes, et d'ailleurs ça peut parfois réussir. Ben, écoute, tu dis le film a un certain charme. Moi, je dirais qu'il a un charme certain dans sa première heure quasiment. Je trouve que la première heure fonctionne, mais hyper bien. Mais vraiment hyper bien. Je trouve qu'on croit aux scènes de concert. Je trouve qu'elles sont bien filmées. Je trouve qu'on croit à lui en chanteur comme ça. Et alors, je trouve que Lady Gaga est très bien. Enfin, je veux dire, en Girl Next Door comme ça, je trouve que, la rencontre entre deux, vraiment, j'y crois. Vraiment, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est touchant. Bon, c'est un peu too much. Hein. C'est vraiment, oui, un peu too much, mais allez, c'est bien mis en scène, c'est bien écrit, les personnages sont croqués, ils sont là. Et puis après, ce qui se passe, c'est que, je trouve personnellement, c'est que le principal atout du film devient son principal défaut. C'est-à-dire que Lady Gaga, quand elle est toute simple au début, je la trouve très bien, et au fur et à mesure qu'elle accède à la célébrité, eh bien, tu ne fais que voir Lady Gaga à nouveau.
Et tu crois plus à elle, et le film est beaucoup moins intéressant. Il reste très confiné entre ces deux personnages-là. Je trouve qu'il manque de souffle. Je trouve que les scènes ont tendance à s'apesantir. Je trouve que Bradley Cooper a tendance à être très auto-indulgent avec lui-même au niveau du montage. Genre, je me laisse bien longtemps à l'écran. Et c'est vrai que la scène de fin est pour le coup vraiment tire-larme et vraiment too much. Mais franchement, sur la première moitié, je suis dedans. Je vais être beaucoup plus réservé parce que je vois pas trop l'intérêt d'un tel remake et surtout de remaker la pire version de cette histoire, qui est celle avec Barbara Streisand. Je suis d'accord avec vous sur le fait que Lady Gaga, sans le maquillage, se révèle plutôt bonne actrice. Mais moi je trouve que le film est tout pété au niveau de l'écriture. Tu as ce problème là à la fin du film quand elle redevient Lady Gaga que tu n'y crois pas. Mais le problème c'est que j'ai l'impression que surtout que le scénario et Bradley Cooper savent pas du tout qu'est-ce qu'ils sont en train de filmer. Cette histoire d'amour naissant, la relation de ce personnage à la célébrité, à l'alcoolisme, c'est quoi le film en fait? Et donc en fait dès qu'elle commence à accéder à un petit peu de célébrité et que Bradley Cooper s'enfonce de plus en plus dans l'alcool, tu sais pas vraiment à quoi c'est dû parce que tu sens qu'il y a vaguement il essaie d'égratiner le fait qu'elle perd son identité, donc elle n'est plus capable, comme dit Bradley Cooper, de délivrer son message, mais c'est jamais vraiment abordé, ou c'est par des scènes qui au final n'aboutissent pas vraiment, et c'est ça moi le gros souci. Je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de me filmer? C'est vrai, là, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Pour moi c'est vraiment un gros souci d'écriture. Je trouve que le début, oui, est sympa. Des scènes fonctionnent entre les personnages, mais d'une scène à l'autre, c'est ultra téléphoné. Les personnages n'existent pas. Le personnage du copain gay, il sert à rien. Le frère, on te ramène tout d'un coup, tu as une sorte de révélation sur le gars qui l'accompagne lors des concerts, c'est le frère. Mais ça n'apporte rien en fait, et ça ramène après cette fin. On va pouvoir un peu spoiler parce que je veux dire c'est quand même la 4e fois qu'on a ce film-là après la disparition d'un des personnages principaux. La discussion qu'il y a entre le frère et celui qui reste, elle n'est pas possible parce qu'ils n'ont jamais entretenu une quelconque relation. Vaguement dans une chambre d'hôtel à demi-mot, tu n'y crois pas du tout. Ce personnage, le frère, pour moi, il n'existe pas. Et le fait que ces personnages ne sont pas du tout écrits. Alors, de temps en temps, il y a, je trouve, des belles idées, entre guillemets, de mise en scène. Pour le coup, la mort en 2 plans dans le garage, elle est plutôt bien filmée. Le chapeau de cow-boy et ce long plan sur lui avant que le rideau se ferme. Le problème, c'est que j'ai 0 émotion parce qu'il n'y a aucune structure narrative qui m'a amené jusque-là. Et que je ne comprends pas si le problème de ce personnage, ton addiction à l'alcool, il vient de ses traumas d'enfance, son rapport au père, ce rapport à l'industrie qui est en train de bouffer toute créativité, tu ne sais pas. Parce que Cooper en fait, ne choisit pas, et c'est ça le problème. Le rapport au père, je crois que c'est de ça dont il parle, et ils essaient de le laisser comme ça avec des petites touches, mais je suis d'accord qu'il ne fonctionne pas. Mais je crois quand même qu'il essaye de nous en parler, et notamment dans sa relation avec le frère. Mais là aussi, la scène est expéditive, hein, je veux dire, ça passe très vite. Et pourquoi tout ce qui tourne autour de la célébrité, où on voit clairement qu'elle est en train de se faire bouffer par ce petit jeune manager, c'est pas vraiment traité. Non, moi je trouve qu'on voit pas ça. Elle a pas l'air de se faire bouffer par ce petit jeune manager. Il y a quand même la scène sur les toits avec cette grande affiche ridicule où effectivement elle ressemble à du Lady Gaga, mais il y a quand même ça qui joue, c'est que on va peut-être le dire, on n'est pas du tout client de Lady Gaga, je pense, autour de la table, et justement tu es surpris parce que tout d'un coup tu découvres une sensibilité derrière le pot de peinture, et à un moment tu as l'impression que le film veut s'immiscer dans cette direction avec quelques scènes de confrontation avec le manager qui montrait quand même un jeune petit con, mais ça reste très soft. La critique sur l'industrie du spectacle, elle est toute mesurée. Non mais c'est vrai, t'as raison en fait. Au bout d'un moment, ce qui fait que le film devient aussi inintéressant, c'est qu'il ne prend à corps aucun des enjeux qu'il sous-entend très vite fait, quoi. Que ce soit une critique du monde du spectacle ou alors de creuser son propre personnage à lui, que ce soit par rapport en effet au rapport au père ou à la célébrité. Le problème vient c'est ce que vous dites aussi, de ce qu'il y a à dire sur le spectacle. Et d'ailleurs, je trouve la scène de cérémonie, etc., où il reçoit quelque chose, est complètement ratée aussi. Mais tu sens aussi que c'est un micmac de toutes les adaptations. On te réunit celle de Wellman, celle avec Barbara Streisand, et tu sens que justement dans les premières adaptations qui prennent pour sujet le milieu du cinéma, la critique est beaucoup plus acerbe de ce milieu-là. Dans le Q-Corps à fond. Dans le Q-Corps et même dans le Wellman. Et tu sens justement qu'il picore des scènes à droite, à gauche, sans jamais choisir, et qu'il n'y a pas vraiment de point de vue. Moi, ça m'a frappé le premier moment qui me paraît hyper téléphoné, où il la fait venir et tout de suite elle va chanter sur scène. Le plan qu'il te fait pour te montrer qu'il y a du public,
c'est un plan qui est au fond de la scène, où ils sont complètement isolés avec ce public. Tu sens un plan juste pour dire, regardez, il y a du monde, mais qui n'est pas du tout dans le tempo et dans la dynamique de elle, qui devrait complètement être emportée et grisée par le fait de chanter devant autant de personnes. Non, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Je trouve qu'il y a un choix de mise en scène qui est d'ailleurs affiché dès le début du film, qui est d'être toujours backstage. Et je trouve plutôt ces scènes-là plutôt bien foutues. En fait. Moi je crois que c'est la scène qui m'a le plus emporté. C'est la scène qui est pour moi qui était le zénith du film. Après, moi aussi je suis d'accord avec ça. C'est celle qui m'a le plus 15 minutes, emporté. les gars. Oui, non, c'est une bonne demi-heure, mais non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est celle qui emporte le plus, et parce que les petits éléments qui sont distillés au départ sur la rencontre, tu parlais de sensibilité de Lady Gaga, mais même la sensualité qui, bon, alors ça tient beaucoup au fait qu'elle soit simple et normale, mais je trouve que voilà, on l'a dit, la rencontre, etc., amène effectivement à une belle apogée, mais c'est vrai que cette apogée arrive après 30 minutes de film et qui reste 2 heures. Là. Mais même le rapport qu'elle a avec cette maison où il y a plein de chauffeurs qui habitent, etc., c'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant, quoi, réussi, je trouve. Ouais, j'ai l'impression que ça fait très sous David O. Russell, quoi. J'ai l'impression qu'il y a ce côté. T'as l'impression peut-être sous Shane Black, quoi. Non, mais tu as l'impression de voir le début de Joy avec toute cette famille comme ça, avec des personnes dans toutes les pièces qui ont l'air d'habiter là ou de vivre avec les meubles. Mais je trouve que ça marche pas vraiment, quoi, parce que le père aussi de Lady Gaga, t'as 2-3 blagues sur Sinatra, et puis c'est tout, ça porte pas très loin. Il y a 2-3 blagues qui fonctionnent quand même dans le film. Moi, j'ai ri à plusieurs reprises. Bon, très bien, on va arrêter ici pour Star is Born, le film de Bradley Cooper. Mais je serais quand même curieux de voir le prochain film de Bradley Cooper. Voilà. On va enchaîner avec Un peuple et son roi de Pierre Scholler. Nous sommes tous citoyens, tous frères. Je resterai parmi vous pour braver vos fureurs. 1 heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Je prononce à regret cette fatale vérité. Un peuple et son roi, c'est le nouveau film donc du français Pierre Scholler, qu'il a écrit et réalisé. C'est le réalisateur notamment de Versailles avec Guillaume Depardieu, et il était très attendu, en fait il faut le dire, après la réussite de L'exercice de l'État en 2011, donc déjà il y a 7 ans. C'est un film qui, en gros, retrace les jours troublés entre la prise de la Bastille et la mise à mort de Louis XVI. Et on rencontre Basile, qui est interprété par Gaspard Ulliel, qui est un genre d'enfant sauvage. Aussi, on rencontre Françoise, qui est Adèle Haenel, qui est une lavandière. Et aussi un personnage interprété par Olivier Gourmet, qui souffle du verre et qui s'appelle l'oncle. Pierre Scholler, c'est pas le premier qui se frotte à la Révolution française, puisqu'il y a eu notamment Robert Enrico, comme tu le précisais en début de Éric Rohmer. Il y a eu aussi, de manière plus détournée, Philippe de Broca, Andrzej Wajda, ou alors même Jean-Paul Rapneau avec Les Mariés de l'an 2, mais alors ce serait le bon film sur la Révolution française. Clairement, c'est une immense déception. C'est un film qui est raté parce que on sent qu'il est monté n'importe comment, il est raconté n'importe comment. Il n'y a pas vraiment de personnage principal, il n'y a pas vraiment même de récit principal. C'est sans doute un film qui mise beaucoup sur la connaissance historique du spectateur. Il y a des scènes qui sont franchement embarrassantes. Je pense notamment à une scène de rêve de Louis XVI. Il y a même des scènes qui sont des aveux purs d'impasse au point de vue de la mise en scène. Enfin, des scènes où Robespierre écrit seul, accompagné par un effet sonore et une voix off. C'est vraiment assez embarrassant. Malgré tout, je trouve que le film est rempli de moments où pointe la lumière du rêve de ce que le film aurait pu être. C'est-à-dire que je trouve quand même que régulièrement, il y a des idées, je trouve, qui fonctionnent. Le film est hanté, je trouve, par le rêve du film qu'il aurait pu être. Le problème, c'est qu'on ne croit pas globalement à la reconstitution, on ne croit pas globalement à l'interprétation. Adèle Haenel est la seule qui s'en sort clairement au niveau de l'interprétation. Je trouve que Izzy Higelin est pas mal non plus. Mais il y a de temps en temps, je trouve qu'il y a des vraies idées. Après le massacre des Tuileries, il y a une scène de désolation avec des plumes qui volent. C'est un silence, c'est plutôt réussi. L'idée, bien sûr, de la lumière qui vient pour la première fois heurter le visage des gens quand on enlève les briques de la Bastille, c'est plutôt une belle idée aussi. Je trouve que la scène d'amour entre Gaspard Ulliel, malheureusement, est insupportable dans le rôle, mais Gaspard Ulliel et Adèle Haenel est plutôt belle, plutôt bien faite. Mais bon,
Julien, pour t'embêter, je trouve que le traitement des chansons est super en fait. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie idée justement de faire plusieurs scènes qui sont construites autour de chansons, et la scène où justement les filles vont pour la première fois à Versailles pour réclamer le retour du roi à Paris, quand elles sont sous la pluie et qu'elles entonnent le chant, il y avait une vraie tentative de faire quelque chose autour des chansons dans le film. C'était une belle idée malgré tout. Bon, après, voilà, il y a énormément de très gros défauts et ça rend la vision du film assez pénible. J'ai pas vraiment de problème dans le traitement des chansons. J'ai des problèmes quand tu les chantes en off, mais ça c'est autre chose. Non, mais plus sérieusement, je trouve le film assez gênant aussi. Et plus que les chansons, c'est que en fait, je trouve qu'il y a un gros problème au niveau du casting, des costumes, de l'écriture du texte, parce qu'en fait, je ne vois que les personnes, je ne vois que les acteurs, que le casting, plutôt que de voir la fin, l'urgence, la nécessité des actes et de la révolution. Je vois les gens jouer. T'as parlé de la scène de Laurent Lafitte, je crois que c'est un des plus mauvais acteurs du monde, mais enfin ça regarde que moi. Je n'adhère pas du tout, mais enfin bon voilà. Je trouve qu'il y a certaines scènes vraiment ridicules, et surtout je trouve quand il crée une fresque, il reconstitue un peu gentiment tout ça, mais de un, je trouve ça brouillon et confus, mais ça c'est une question de montage aussi, tu l'as dit, et de deux, c'est surtout qu'est-ce qu'il raconte avec ça. Je ne comprends absolument pas où il veut en venir, ni quel est son point de vue, quelle est son idée, enfin, de quoi il parle, de quoi il traite. Je trouve ça assez figé, assez académique. Je suis pas d'accord avec la notion d'académisme sur ce film-là, parce que effectivement, il y a des scories dont Olivier, dont tu viens de parler, qui étaient déjà présentes dans la bande-annonce, qui faisaient assez peur, avec ce côté très didactique que peut avoir le cinéma français, avec de longs passages dialogués, avec vraiment une mise à distance. Après la mise à distance du casting, il faut voir comment elle fonctionne sur un plus large public, parce que ça reste un casting très arrêté. Pas sûr que le grand public connaisse qui est Louis Garrel, qui est Olivier Gourmet et Adèle Haenel. Ça, c'est peut-être un débat plus interne chez nous à ce niveau-là de problématiques. Après, je pense qu'il y a des problèmes il y a réellement des problèmes de casting sur ça. Après, moi, je trouve que le film n'est pas didactique, parce que plus il avance, plus Schoeller fait la même chose qu'il avait fait avec l'exercice de l'État. Il utilise justement une mise en scène qui n'est pas du tout didactique, mais symbolique. Et pour moi, à mon avis, le projet qu'il avait dans le film, et qui aboutit, moi, à mon sens, régulièrement, c'est te faire percevoir et te faire ressentir, par l'utilisation du symbole, des concepts qui ont émergé avec la Révolution. Et justement, quand il se passe souvent du dialogue, il accouche de très belles scènes, notamment ce scène au moment de l'insurrection, où tu vois Adèle Haenel qui enfile son corset comme une sorte d'armure, etc. Tu as un plan, il suffit juste ce plan-là, mais le plan est placé justement au bon moment pour que tu comprennes ce qui est en train de se passer. La scène de l'accouchement avec Gaspard Ulliel et l'utilisation d'un flashback comme ça que va interrompre Olivier Gourmet à ce moment-là, avec cette notion de personnage qui va se retrouver à la fois pour une fois père, ce personnage qui n'était rien auparavant, et cette notion de propriété. Il y a plein d'éléments. Tu parles justement d'idées toutes simples, mais cette idée de la Bastille avec la lumière comme ça qui vient éclairer la rue. Il y a régulièrement des idées où je trouve par l'utilisation de symboles, il essaie de te faire approcher de quelle révolution s'est passée dans les esprits à ce moment-là. Et ça passe pas effectivement par les grandes scènes de dialogue très empoulés qu'il peut y avoir dans le reste du film, mais régulièrement, moi je trouve que le film est habité par des visions. Tu parles de cette vision justement de désolation avec ses corps, ses plumes, le cheval, etc. Je trouve régulièrement il cherche à s'échapper d'un aspect très didactique que pour le coup t'as chez Enrico, et qui est un truc qui est irregardable cinématographiquement. Là il y a de vraies idées de scène, quoi. Je trouve que si le film est habité, les acteurs n'habitent pas le film. C'est ça le problème. Les pierres qui s'enlèvent de la Bastille, je crois pas 2 secondes aux réactions de Gourmet. Je sais plus qui il est. Enfin, je sens le texte, encore une fois, je sens l'écriture. Non, mais en fait, je suis d'accord avec vous deux. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter, mais c'est vrai que quand tu disais, Julien, que on ne sait pas ce que Schoeller veut raconter, moi aussi, je t'avoue que j'ai eu du mal à savoir qu'est-ce qu'il voulait raconter en nous refaisant la Révolution française. Quand tu dis, Manu, que le projet, c'est de refaire ce trajet-là, le trajet de ce qui s'est passé dans les mentalités des gens à travers le symbole, je trouve que ce serait un super film. Malheureusement, il n'est pas là. Il est peut-être de manière éparse, mais il est là. Des plans tout simples, par exemple, ce moment où tu as Gourmet
qui est filmé en gros plan avec le passage des troupes qui s'apprêtent à partir de nuit. Et tout d'un coup, ce plan qui est interrompu par sa femme, Noémie qui vient dans ses bras, et tu te retrouves avec ces contradictions, tu vois, entre l'aspect de ta vie civile et ton devoir de révolutionnaire. Tu as des choses là qui tout d'un coup qui sont mises en scène de manière très simple. C'est un film qui est peut-être raté par moment, mais pour le coup, pas du tout académique. Bah, je trouve pas qu'il soit académique non plus, mais il est tellement mal raconté. T'as pas un destin que tu suis vraiment, auquel t'es attaché. Mais c'est parce que c'est aussi la notion de peuple, c'est aussi logique. Là, pour le coup, je veux dire, tu peux pas attaquer sur ce qui est le concept même du film. Alors ça, d'accord, ok, un peuple et son roi, ça peut être en effet. Moi, je trouvais que justement le fantôme du film, il était un peu là parce que t'avais ce roi très seul, très isolé, qui était traité finalement un petit peu de la même manière que les autres personnages. Enfin, je veux dire au même niveau d'importance des personnages, mais quand même, au point de vue de l'impact émotionnel et de la narration, si tu n'as aucun affect avec personne, c'est quand même un problème. Effectivement, tu peux l'attaquer sur ça, mais vu qu'il essaye d'embrasser des concepts philosophiques qui ont émergé avec la Révolution, qui étaient déjà sous-tendus dans la société, mais qui ont vraiment émergé, qui représentent cette époque-là, oui, il y a un côté plus cérébral que réellement d'empathie avec les personnages. C'est pas pour comparer Scholler et Spielberg. Quand Spielberg te fait Lincoln, t'as pas une empathie profonde pour ce personnage de Lincoln. C'est tout le symbole qui travaille autour du personnage. T'as pas une empathie pour le personnage. Et les personnages, justement, les moments où Spielberg fait des scènes domestiques qui sont censées créer un peu d'empathie sur le personnage, je trouve que c'est des scènes qui fonctionnent le moins dans Lincoln. Je suis assez d'accord avec ça. Tu viens de gagner des points. Je suis d'accord avec le fait que le film et les meilleurs moments du film sont ceux qui se passent de discours et de mots. Et tu trouverais que ce serait mieux aussi qu'il se passe d'acteurs? Dans ce cas-ci, de certains, oui. Très bien, allez, on va enchaîner tout de suite avec le film de Kervern et Delépine, I Feel Good. Dis-moi le secret de ta réussite, s'il te plaît, Jacques. Ce qui compte maintenant, c'est l'individu. Tu connais la Trump Tower? Non, j'y suis jamais allé. Bah tu vois là, je verrais bien ma tour. La Pora Tower. Toi, papa et maman, vous avez jamais cru au capitalisme. Jamais. Merde. Pas Karl Marx qui va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola. Et dire que j'ai commencé avec un peignoir et des mules. Très bien, messieurs, et merci aux auditeurs d'être encore là après ces pantalonnades. Nous enchaînons avec I Feel Good, donc le nouveau film de Gustave Kervern et Benoît Delépine, après notamment Le Grand Soir, Altra, Saint-Amour ou Near Death Experience. On les connaît parce qu'ils ont fait leur début comme auteurs pour Les Guignols de l'Info, et puis ensuite ils ont été bien sûr créateurs de l'univers Groland. Voilà, leur nouveau film est avec Jean-Marie Bigard, Jean Dujardin et Michel Houellebecq. Yolande Moreau, et toute une série de tronches familières de leur univers et de l'univers Groland. Ça raconte l'histoire de Jacques, donc, qui est interprété par Jean Dujardin, qui s'échappe d'un spa et qui arrive en tongs et en peignoir par l'autoroute voir sa sœur Monique, qui travaille dans un centre Emmaüs du côté de Toulouse. Donc déjà, on sait que Monsieur Haas va adorer le film. Jacques a toujours voulu devenir un patron riche et puissant, mais surtout sans rien foutre. Donc, avec l'aide de sa sœur Monique, il va tenter de lancer sa nouvelle affaire, celle qui le rendra enfin riche à crever. Est-ce qu'on peut le dire ce que c'est ou pas? Ouais, c'est la chirurgie esthétique low cost. Il veut faire le Ryanair de la chirurgie esthétique. Manu, qu'as-tu pensé de ce film? J'attendais plutôt ce film et c'est vraiment une déception. Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est un des aspects des films de Kervern et Delépine qui fonctionnent beaucoup à l'impro. Et je trouve qu'à des moments, c'est ce qui pose problème dans ces films-là parce qu'à un moment, le film terminé n'est pas aussi réussi que la somme de ses parties. C'est-à-dire, c'est un film où tu pourrais retrancher plusieurs scènes, ça n'aurait pas vraiment d'impact. Alors effectivement, c'est censé te montrer un personnage qui fait du surplace, mais à un moment, ça fait pour moi une sorte d'accumulation de petites scènes autour de Dujardin, souvent assez inventifs quand tu les prends séparément, mais qui au final ne font que s'accumuler sans vraiment de progression, et ce qui fait que les charnières dramatiques du film virent quand même assez au gag. Je trouve le film est jamais aussi drôle en fait que sa bande-annonce. C'est un peu triste à dire de ça, mais voilà, il y a plein de petites idées parsemées tout de long, autant de scènes, de petits gags, etc., de petits détails, mais je trouve que
le film, comme le personnage, fait du surplace et je rentre jamais trop dedans. J'apprécie la démarche du Jardin d'aller s'aventurer dans cet univers-là, etc. C'est tout à fait à son honneur et je le trouve plutôt une des qualités du film. Mais pour moi, c'est vraiment un souci d'écriture et c'est le même sentiment que j'avais eu en fait de non-rencontre entre un acteur et un cinéma avec le Mammouth qu'ils avaient fait avec Depardieu, qui à mon sens ils avaient Depardieu qui était très bon, mais qu'ils n'avaient pas à en faire grand chose en fait. Et je trouve, à part de refaire un petit peu ce que on connaît de Dujardin dans une autre version, mais du faire de OSS, mais en version, on va dire Macronie plus, ils en font pas grand chose en fait au final. Moi, ça a été une souffrance. J'ai pas du tout aimé ce film. C'est une pantalonnade, c'est un sketch pas très drôle qui s'étire. Je trouve que c'est très loin en fait de l'idée que je me fais de ce que c'est que le cinéma. Quand je vais voir un film au cinéma, franchement, j'estime avoir le droit d'espérer beaucoup plus que ça. On sent le truc sous-écrit, qui joue que sur une série de gags qui sont pas très drôles, un peu bâclés. Je trouve que le film est assez laid, assez hétérogène d'une manière générale. Franchement, j'ai rien à dire sur ce film. Vraiment, j'ai rien à dire. Eh bien, que dire si ce n'est répéter ce que vous avez dit? On va essayer de renouveler un petit peu. Certains ont parlé de poésie dans le cinéma de Delépine et Kervern. Moi, j'en vois aucune là, mais vraiment aucune. Pourtant, justement, j'aimais bien, j'avais encore plutôt aimé Mammouth par rapport à... Je crois que la différence avec Dujardin ici, c'est que par la présence de Depardieu et que par sa stature, etc. Alors, ça suffit pas pour faire un film, mais je crois qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait juste de score beaucoup trop grand et gros pour ce cinéma de petit. C'est terrible ce que tu dis, un cinéma de petit. Non, mais un cinéma de petit, pas dans le sens des moyens, mais dans le sens des intentions et dans le sens de leurs ambitions. J'ai l'impression que vous avez dit le sketch. Moi, je vois effectivement une enfilade de sketch et avec aucune forme, aucun renouvellement par rapport à ce qu'on peut voir de Dujardin et par rapport à ce qu'on attend de lui. En fait, je crois qu'on est déçu parce qu'on connaît ça, on l'a déjà vu 10 fois. Mais je suis déçu aussi là, moi, enfin, excuse-moi, tu me fais des ponts pour que je dise un peu plus que ce que je disais tout à l'heure, mais moi je suis déçu aussi dans la forme. L'attaque cinglante de la société de consommation, l'attaque cinglante du mythe du self-made man, je ne l'ai pas en fait. Je trouve que c'est pas mordant. Parce qu'elle se dilue sur 1h30, je pense. Et pour moi, leur meilleur film, c'est Louise Michel, qui est le film qu'ils avaient fait avec Yolande Moreau et Bouli Lanners. Et je trouve que c'était un film qui était beaucoup plus écrit, avec une trajectoire beaucoup plus définie et qui fonctionnait beaucoup mieux en termes d'intensité dramatique. Plus acerbe. Et je trouve souvent, quand il fonctionne dans ce côté très impro, avec vraiment une sorte de mince ligne de route. J'ai un vrai manque à la sortie de la salle parce que j'ai pas vécu grand chose avec les personnages. Mais quand je dis petit, il y a beaucoup de littérature comme ça que j'adore vraiment. Sauf qu'ici, ce loser n'a rien de magnifique parce qu'en plus il n'a absolument rien à nous donner. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si on faisait l'apologie du quotidien ou du raté, mais sans rien qui vienne la sublimer en fait. Le seul truc qui fonctionne, je trouve, dans le film, c'est la fin. Mais alors, je suis pas sûr qu'on sera d'accord. Parce que je pense que dans les enjeux, il y a quelque chose de plus absurde et de plus grand, justement, qui arrive et où l'humour, enfin, fonctionne un petit peu plus dans la trajectoire, dans leur voyage en Roumanie. Où serait-ce en Hongrie ? En Bulgarie. En Bulgarie ? Mais parce que je pense, justement, la fin du film, elle fonctionne sur une sorte de retournement entre guillemets de volant et de sortie de route du personnage, mais qui fonctionne un peu comme un gag. Et en fait, je pense qu'un des soucis, c'est que la relation entre le frère et la sœur est assez peu écrite. Et en fait, vu que tout le concept du film, c'est de te faire un gag sur la révélation des autres personnages vis-à-vis de la sœur, tu n'as pas cette dimension de tragédie dans cette sœur qui cherche à gérer ce frère. Elle n'est pas très bien traitée. Je suis d'accord. J'ai encore juste deux petites choses, mais tu en as parlé brièvement, Olivier, c'est la place d'une star à travers
des rôles secondaires. Je retrouve la même chose, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes films que ce que j'avais souligné avec Lindon au milieu de... Ah, tu veux dire quand il y a une star avec des amateurs? Ouais, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement tout est fixé sur lui et que tous les plans ont... On n'a pas des acteurs amateurs ici. Hein. Enfin, il y en Non, a non, quelques-uns, mais il y a quand même tous beaucoup les de seconds il y a des les figurants seconds du rôles village, sont- etc. Et on leur donne pas beaucoup voix au chapitre, etc. Oui, mais après, pour moi, c'est pas gênant à ce niveau-là. Il n'y a pas une problématique qui était au cœur de En Guerre. C'est parce que En Guerre avait approché vraiment ça sous une forme vraiment de documentaire. Là, c'est pas le cas, donc je pense pas que c'est un reproche que tu peux lui faire vis-à-vis de la manière dont se positionne le personnage entre acteur amateur et acteur professionnel. Non, mais c'est parce que, par exemple, dans cette scène en Bulgarie où on entend la déclaration de tous les patients, on ne filme que lui plutôt que de filmer ce qui se passe avec les patients. Enfin, je veux dire, il y a autant à jouer chez les patients que chez lui, et pourtant on reste que sur son visage. Bon, après, c'est un parti pris de mise en scène, mais non, mais la dernière chose, c'est sur l'humour, c'est que je vois que les coutures, il y a des petites punchlines comme ça qui sont trouvées. J'ai l'impression qu'on les a entendues 20 fois pour ce genre de truc. C'est pas Mars qui va t'aider à avoir un jacuzzi, ce genre de choses. Le temps des cerises, c'est fini, maintenant c'est le temps des noyaux. Enfin, voilà. C'est tous des gags éculés, j'ai l'impression. On dit qu'on va au restaurant et en fait on l'emmène au fast-food. Enfin, je sais pas, ça fait rire qui C'est juste que je pense qu'ils sont trop dilués dans un manque de narration. C'est des petites trouvailles de langagière ou etc. qui pourraient marcher s'il y avait une vraie dramaturgie auparavant et ça, c'était quelque chose qui venait ponctuer la chose. Là, la scène est tout souvent tellement plate que c'est le petit truc qui est censé la relever. En fait, c'est trop peu. Ceci dit, malgré tout ça, je trouve quand même, j'ai oublié de le dire, moi personnellement, la fin m'a fait assez rire et je trouve le petit gag de fin assez drôle. Pas moi. On blague pas avec l'abbé Pierre pour Olivier, tu sais, ce mec-là vient du Nord, je veux dire, c'est des choses qui le touchent, qui viennent du cœur, quoi. Bon, très bien. Bon, c'est nous qui sommes dilués maintenant, comme le pastis dans l'eau ou comme l'intérêt dans le film de Kervern et Delépine. Donc, nous allons tout de suite passer au conseil. J'en profite pour vous dire, pour nous excuser auprès de vous, chers auditeurs, puisque nous sommes quand même un petit peu en retard, on a mis un petit peu de temps, mais il y a certains films qui sont sortis entre-temps, dont nous voulions parler, dont nous parlerons bien sûr dans notre fameuse émission de fin d'année tellement attendue. Je pense notamment au Burning de Lee Chang-dong. Monsieur Julien Rambaud, avez-vous donc un conseil ? Non, j'aurais pu parler de Black Landsman. Je crois que c'est ça que tu attendais que je dise. Que j'ai beaucoup aimé pour ma part, malgré certaines maladresses. Mais enfin, bref. Non, je voulais parler, comme on a déjà évoqué le sujet, de la Révolution française. Et oui, effectivement. Non, mais c'est parce que à la question du film que tu posais de toute façon à Manu, je ne savais pas répondre non plus, mais j'ai le maître à penser du théâtre, le maître de la mise en scène, qui a écrit et mis en scène une pièce qui s'appelle Ça ira, fin de Louis. Donc c'est Joël Pomera, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui parle justement de la Révolution, mais qui ne fait pas justement une reconstitution historique avec costumes, maquillage, etc. Mais bien de façon contemporaine avec enfin, bref, les gens sont en costume cravate, etc. Et ça amène un regard très 2018 sur la chose. Donc ça amène à la fois et les questions et les débats de 1789 et les questions d'aujourd'hui. C'est très fort. Ça se joue encore, notamment à Paris, au théâtre de la Porte Saint-Martin, du 13 avril au 19 juillet 2019. Et puis, c'est des pièces qu'on peut trouver normalement sur Arte Live Web. Et à ce propos, justement, il y a un documentaire qui résume un petit peu le travail de Joël Pomera qui s'appelle Le théâtre comme absolu, qui est encore disponible sur ce même Arte Live Web, où on peut aussi recommander les interviews de son intégrale sur France Culture en 5 épisodes. C'est quelqu'un de très subtil, de très humain, de très fort dans tout ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il cartographie et qu'il comprend exactement la psyché et les émotions humaines. C'est très fort, c'est Joël Pomera. Merci Julien pour cette recommandation. Manu, as-tu une idée ? Eh ben, je vais revenir aux bases. Back to basics. Je vais vous conseiller un ouvrage autour de John McTiernan, réalisateur du premier Predator, chapeauté par Stéphane Moissakis pour Rokirama, qui est un numéro hors série autour de Die Hard, qui comprend plein d'interviews inédites, notamment donc une grande interview de John McTiernan sur Die Hard. Moissakis, c'est quelqu'un qui connaît très bien le cinéma de McTiernan. Je pense, moi, la meilleure interview que j'avais lue de McTiernan auparavant, c'était un long dossier, je pense en 6-7 feuillets qu'ils avaient fait dans Mad Movies à l'époque, coécrit avec le journaliste Arnaud Bordas. C'est passionnant. C'est un magnifique objet de cinéphile. Génial. On peut le commander ou tu l'as acheté en presse ? Il sort ces jours-ci en tabac presse et il va être bientôt disponible en librairie prochainement.
Super, merci. Eh bien, moi, de mon côté, j'ai rattrapé un animé japonais qui s'appelle Dans un recoin de ce monde, qui est signé de Sunao Katabuchi, qui est sorti l'an passé. Il est adapté d'un manga de Fumio Kono. Donc, c'est quoi Dans un recoin de ce monde? C'est un film que j'ai trouvé assez bouleversant. Ça se passe dans les années au Japon, fin des années 30, début des années 40. Donc, pendant la guerre. C'est l'histoire d'une jeune fille et de son mariage avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et ça va complètement contre toutes les attentes qu'on peut avoir dans ce genre de récit. Tout en cultivant une émotion vraiment très très forte. Enfin voilà, c'est un film qui m'a mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Et puis je suis toujours stupéfait. Enfin, il y a eu Your Name il y a quelques temps. Des audaces au niveau de la narration, au niveau des ellipses. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont très en forme de ce côté-là et on a régulièrement des choses qui sont vraiment, je trouve, novatrices purement au niveau de la narration. Je vous remercie, messieurs, pour ce beau numéro de transmission, malgré un programme, il est vrai, très décevant, mais la prochaine fois... Un programme qui n'avait pas une gueule de porte-bonheur. Pour revenir à Shane Black. Mais la prochaine fois, on espère qu'on aura des chouettes films à vous proposer. On va d'ores et déjà élaborer un programme tous ensemble. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis et laissez des commentaires. Ciao, ciao.